Bonsoir, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués après cette journée caniculaire. J'espère que la nuit va nous apporter un peu de fraîcheur. En tout cas, si vous avez du mal à trouver le sommeil, eh bien nous allons vous tenir compagnie pendant 2 heures sur Europe 1 jusqu'à... Alors, 1 heure, je ne sais pas, nous allons avoir Taratata, comme tous les vendredis. Fifi me dit minuit 25. Ah ben non, alors minuit 25, minuit 25, Taratata devrait commencer après. Donc nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de minuit 25. Vous pouvez appeler le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par 2 jeunes hommes, Quentin et Théo. C'est une équipe entièrement masculine ce soir, puisque c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission, qui a mis son Panama ce soir aussi. Le soleil a dû taper fort, donc il se protège, même en studio, même avec la clim, il ne le quitte plus. Et puis, bien sûr, vous le savez, à tout moment, vous pouvez également nous rejoindre en nous écrivant sur le site www.europe1.fr. Vous allez sur Se connecter, vous cliquez sur Caroline Dublanche. Vous pouvez également nous envoyer des messages au 7 21 21 code nuit. On avait des petits messages d'ailleurs qui sont arrivés par courriel hier. Il y a Chris des Ardennes qui nous disait qu'il aurait une pensée pour le Trublion et Moumoun le 29 juillet pour son anniversaire, parce que pour lui ce sera également le lendemain, et qu'il vit avec quatre chats. Alors c'est vrai qu'on avait fait une émission, c'était vendredi dernier, où on avait parlé de la solitude, puisque le Parisien et aujourd'hui en France faisait sa une à ce sujet en disant que 4 Français sur 10 souffraient de la solitude, et le Trublion nous avait envoyé un petit mail en disant oui, moi je suis handicapé, je vis seul avec mon chat Moumoun, et croyez-moi, la solitude je connais. Et il disait même vous serez pas là le 29 juillet pour me souhaiter mon anniversaire. Et donc Chris a tenu à envoyer ce petit message en disant moi je penserai à vous. Et il y avait Coco également qui ce soir-là avait envoyé un petit message en disant soyez assurés, cher Trublion, que nous penserons à vous. Alors peut-être vous aussi notez dans vos agendas le 29 juillet, et je suis sûre que Moumoun en ronronnera de plaisir de savoir qu'on pense à son maître ce soir-là. Allez, on va commencer avec un petit peu de musique et on attend vos appels, bien sûr. 39 21. Europe 1, Caroline Dublanche. Allez, on va accueillir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Oui, je vous en prie. Donc c'est un petit peu difficile parce que je ne m'attendais pas à être sélectionnée. Mais vous m'avez envoyé un courriel en même temps. Donc, oui, mais c'est plus facile de le faire par mail que verbalement. Oui, vous disiez dans votre mail, vous dites d'ailleurs, commencez comme ça en disant, je ne sais pas si mon histoire présente un quelconque intérêt, mais l'écrire est déjà une démarche importante pour moi qui ai gardé ce secret pendant 50 ans. Oui. Alors, donc c'est l'histoire de ma mère que j'ai perdue il y a 2 ans. Et donc je savais qu'il y avait un secret dans la famille. Et ce secret consiste en fait à un voyage que ma mère a fait pendant la guerre en 1942. Elle a rencontré un Allemand pendant les réquisitions qui ont eu lieu à Nantes. Et il est tombé fou amoureux de ma mère. C'était quelqu'un qui était veuf, qui avait 2 enfants. Et ma mère s'est retrouvée en Allemagne. Alors elle avait 18 ans. Elle sortait d'un couvent on appelait ça pour jeunes filles de bonne famille. Donc elle connaissait rien à la vie. Elle a rencontré quelqu'un de beau, d'intelligent, de francophile, d'artiste. Mon grand-père était peintre, donc ils ont parlé peinture. Apparemment ils avaient oublié la guerre. Oui. Et donc elle s'est retrouvée en Allemagne. Et
merveilleusement reçue, enfin comme la future belle-fille. Enfin bon, c'était assez fou. En 42. Oui, en 42. C'est-à-dire qu'il l'a amené pour lui présenter sa famille. Voilà, et j'ai des photos de ma mère. D'ailleurs, j'ai 2 photos avec sa famille et ses enfants. Et donc, au bout de quelques temps, alors je ne sais pas combien de temps, c'est là où les choses m'ont été cachées. Ma mère a dû revenir parce que sa famille était menacée. Alors, est-ce qu'elle est restée 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Elle n'a jamais voulu me le dire. Et j'ai appris qu'elle avait été condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une condamnation. C'était des gens qui étaient... elle a été condamnée par une chambre civique. C'est-à-dire que on lui enlevait... elle était condamnée... Donc elle n'avait plus de droit civique, plus le droit de voter, plus le droit de travailler dans l'administration, parce qu'elle était accusée de collaboration sentimentale. On appelait ça pudiquement comme ça. Et... moi, je me suis renseignée auprès de profs d'histoire, même d'Allemands qui m'ont dit 10 ans, c'est quand même beaucoup. Oui. Alors, ce qui me gêne, c'est est-ce qu'elle a fait d'autres choses ? Est-ce qu'il y a eu des choses plus graves ? Est-ce que ce n'est vraiment qu'une histoire d'amour ? Oui. Auquel cas, ce serait très cher payé. Et alors, elle a payé cher, mais elle l'a fait payer aux autres. Et c'est ça qui est très dur. C'est que moi, j'étais son bouc émissaire jusqu'à sa mort. 4 mois avant sa mort, elle me disait encore « tu vas crever avant moi ». Et je n'ai jamais su pourquoi elle avait cette haine. Alors j'ai une hypothèse, peut-être qu'elle s'est sentie obligée de se marier. Bon, elle s'est mariée avec mon père, a priori c'est mon père, qui était militaire, qui avait fait la France libre, Birakem, donc un héros. Et souvent, ce qu'on m'a expliqué, c'est que des jeunes femmes comme ça épousaient un militaire pour se racheter. Et donc, j'aurais été conçue, parce que je suis née 4 mois après leur mariage, donc il y avait urgence. Je pense j'ai dû être conçue, j'étais une enfant de réparation. Voilà, j'ai réparé sa faute, mais elle me l'a fait payer très très cher, sans jamais réussir à me détruire. Mais enfin bon, elle m'a quand même bien... comme on dit, bien arrangée. Et c'est une femme qui a arrêté de vivre à 18 ans. De l'âge, je vais dire, de 18-19 ans jusqu'à sa mort à 84 ans. Oui. Elle est restée en Allemagne. Oui. Donc c'est resté une petite fille, par exemple. Bon, ma mère, c'était une femme... c'était une intellectuelle, c'est quelqu'un de cultivé, mais elle achetait des poupées, des nounours, des peluches. Il y avait quand même quelque chose de pas fini. Oui, de très immature. Complètement. Oui. Complètement. Elle ne s'est jamais occupée de moi, par exemple. En 6e, c'était moi qui remplis mes papiers, qui faisais les papiers, qui m'occupais de mon trousseau, parce qu'évidemment, c'était la pension. J'ai même eu le droit à l'orphelinat. Elle vous a placé à l'orphelinat ? Oui, j'étais dans un orphelinat pendant que ma mère habitait en Normandie, pendant que mon père venait faire construire une maison en Bretagne. Eh bien, il a fallu que je parte avec mon père et j'ai eu le droit à l'orphelinat. Oui, j'ai fait mon CP en orphelinat. Mais votre père, à ce moment-là, lui ne s'est pas opposé Ah non, rien du tout, lui. Vous savez, ma mère faisait partie de ce qu'on appelle une famille de notables. Oui. Et elle s'est mariée avec mon père, qui était un homme qui avait fait une belle carrière de sous-officier, mais qui n'avait rien à voir, qui n'avait pas de culture, qui a été émerveillé quand il est arrivé chez mes grands-parents, quand il a vu tout ce qu'il a vu. Il s'est dit mais mon Dieu, je fais une belle affaire. C'est un homme très très rustre. Et je pense qu'avec le passé, justement, qu'avec cette condamnation, elle pouvait difficilement faire autre chose. Et mon père était en extase devant ma mère. Ils se sont jamais entendus, mais il l'admirait quand même. Et donc, il était à ses ordres. Et elle s'est débarrassée de moi en me mettant... j'ai fait mon CP chez les Bonnes Sœurs, dans un orphelinat. Et elle n'est jamais venue me voir. Jamais. Donc maintenant qu'elle n'est plus, je voudrais savoir ce qu'elle a eu vraiment comme condamnation et le motif de cette condamnation. Pour moi, c'est très important parce que, en fonction de ce qui se trouvera dans les archives, je pourrais peut-être lui pardonner. Bon, il se peut aussi qu'elle ait fait des choses pas très... Vous pouvez avoir accès aux archives ? Oui.
Ce que vous dites dans votre mail, dans quelques jours, vous allez y avoir accès. Oui, je vais avoir accès. J'ai eu les archives de Rennes et qui m'ont dit que j'ai le numéro du dossier de ma mère et j'ai la date de sa condamnation. Donc, ils m'ont dit qu'ils faisaient des recherches et qu'ils me tenaient au courant. Et vous avez attendu volontairement que votre mère soit décédée pour, Oui. Oui. Oui, je voulais j'allais dire que, je voulais que ça m'appartienne, que ce soit mon. Puis je voulais pas en rajouter. J'avais un petit peu peur de mes réactions en face d'elle. Je voulais qu'elle parte. Voilà, une fois qu'elle est partie. Mais puis de toute façon, il y avait un délai. Et je dirais que les choses se sont bien faites. Je crois qu'il faut 60 ans. Il me semble que c'est 60 ans, 50 ans, 60 ans, je sais plus. Enfin, les archives m'ont dit que c'était possible puisqu'ils m'ont répondu favorablement. Donc j'attends, là, dans les jours qui viennent, je vais recevoir le procès verbal, ou alors je vais devoir me déplacer mais je préfère me déplacer. J'avais jamais entendu ce terme collaboration sentimentale. Ah si, on disait même collaboration horizontale. Oui, alors ça j'avais entendu, terrible, oui, mais sentimentale non. Oui, collaboration horizontale j'avais entendu, mais ça veut dire en même temps, oui, vous voulez savoir s'il n'y a pas eu, s'il y a pas eu autre chose, et vous quand vous dites que finalement c'est un besoin de savoir pour lui pardonner éventuellement. Par rapport à vous, l'attitude qu'elle a eue jusqu'à la fin de sa vie, hein, c'est ça? Ah, j'ai enregistré, et je ne sais pas pourquoi, j'ai quitté la région où j'habitais, et j'ai mis 1200 kilomètres entre elle et moi, mais elle avait une haine que, c'était pas à la limite pathologique, hein, je ne sais pas, justement. Oui. Je suis dans le doute. Je ne sais pas qui elle était, c'était quelqu'un qui m'a... j'étais considérée comme une enfant maltraitée, comme une personne maltraitée, je peux même dire même une adulte maltraitée quand elle avait l'occasion. Mais quand elle était à l'extérieur, elle avait les larmes aux yeux parce que sa fille l'avait quittée. Donc il y avait tout un jeu. Alors je ne sais pas si c'était un jeu, si c'était de la maladie, si c'était pervers. Ah oui, à l'extérieur, elle vous faisait passer pour une fille ingrate ? Oui, il y avait de ça, mais en même temps, c'était ma fille, parce que je travaillais bien en classe, ma fille, et tout le monde me disait, mais tu sais, ta maman, c'est quelque chose, tu es quelque chose pour elle. Alors, mon Dieu. Oui, c'est particulièrement douloureux pour vous. Parce qu'on vous renvoyait comme si à l'extérieur vous comptiez énormément pour elle, alors que dans la relation que vous aviez avec elle... J'étais seule à savoir ce que je vivais. Oui. Elle m'a isolée de tout le monde. Elle a rompu avec sa famille. Elle a rompu avec tout le monde. Elle m'a séparée de tout le monde. Quand mon père, la maison a été construite, elle est venue en Bretagne. Elle n'est même pas venue me chercher à l'orphelinat. Oui, mais vous dites au fond qu'elle est restée, elle, une partie d'elle et elle est tombée amoureuse de cet homme allemand. Elle voulait au fond faire sa vie là-bas. Ah oui, mais c'était vivre là-bas, se construire, et elle a été rattrapée par l'histoire, par cette condamnation où elle portait cette faute. Et où vous le dites d'une certaine façon, je ne connais pas cette histoire-là, et c'est pour ça que je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Enfin, le fait que vous dites beaucoup de femmes dans ces situations ont épousé après des militaires, comme si c'était une façon, ce qu'on peut comprendre, de se racheter symboliquement, hein, après des militaires, position de héros, mais finalement peut-être des hommes qu'elle n'aimait pas. Ah, pas du tout. Hein. Mon père le traitait de palefrenier, alors faut vous dire que... Oui, et de faire payer après aux enfants nés de cette union, en l'occurrence vous, et au fond, votre mère est restée. Il y a quelque chose aussi quand vous dites là le fait qu'elle ait acheté toujours des poupées, des peluches. Ah oui, à 80 ans, elle a acheté des peluches. Ouais, il y a quelque chose qui est révélateur d'une grande immaturité affective. Mais vous dites vous-même, c'était une jeune fille de 18 ans sortant d'un couvent. Oui.
jeune fille de bonne famille, enfin qui bon vit tout d'un coup, découvre le monde, découvre l'amour, cette histoire d'amour, et puis oui, qui est rattrapée par une histoire et par une histoire tragique où au fond, qu'est-ce qu'on lui a fait payer? Alors peut-être que vous allez découvrir autre chose, mais peut-être pas, peut-être qu'au fond, peut-être qu'au fond, elle aimait. Oui, c'est énorme, mais vous savez. Il y a eu un contexte aussi terrible à ce moment-là quand on voit, je ne sais pas ce qu'il en est, mais vous savez, les femmes tendues à la libération, je me demande si effrayant. ça n'a pas été son cas parce qu'elle avait des cheveux très longs, des cheveux magnifiques. Ma mère était extrêmement belle et je pense que c'est ce qui lui a valu tous ces problèmes. Et ensuite, elle a eu les cheveux courts et à 14 ans, elle a fait quelque chose qui m'a quand même interpellée. Elle m'avait coupé les cheveux, mais à 1 centimètre. C'était en juillet 64 ou 63. Et je me souviens avoir mis un bonnet. Et au mois de juillet, je suis partie directement voir un psychiatre. De vous-même? Ah oui. Oh là là. Oui. Et parce que je me suis dit, il y a quelque chose. Bon, moi, je connaissais... oui, quelle violence. Elle vous a laissé 1 centimètre sur la tête. Oui, à peu près 1,5 demi. C'était parce que, paraît que ça m'allait très bien, les cheveux courts. Oui, mais enfin, écoutez, c'est pas, à 14 ans, c'est l'entrée. Mais oui, mais enfin, c'est l'entrée. Vous voyez, c'est au moment, normalement, c'est l'entrée, c'est la puberté, c'est l'entrée dans la féminité. Oui, bah alors elle vous castre, c'est la castration, symboliquement. Alors, il y a quelque chose. Si j'ai pas eu d'enfant, c'est pas un hasard. Alors à la décharge de votre mère, il y a quelque chose de son histoire à elle, qu'elle a en tant que fille, où elle rejoue la haine au fond, qu'elle-même a dû endurer. Hein. Elle a subi certainement une haine sociale, une haine de la société de cette époque, et où vous, en tant que fille, en plus, où vous étiez non désirée, en plus. Oui, mais aussi fille. Peut-être qu'en tant que garçon, vous auriez été protégée. Vous étiez la seule fille? Vous étiez la seule enfant? Alors, elle a eu une histoire sombre. C'est pour ça que les dates sont excessivement importantes pour moi. Et je n'ai aucune date. On m'a dit 42, mais à partir de là, je ne sais rien. Et personne dans la famille n'a parlé. Ma mère, en 47, a rencontré quelqu'un avec qui elle a eu une fille qu'elle a dû abandonner sur la pression de mes grands-parents. Donc j'ai une sœur que je ne connaîtrai pas, sans doute jamais, et qu'on l'a obligée à abandonner. Car comme disait ma grand-mère, chez nous, ça ne se fait pas. Qui te fait Alors attendez, elle a rencontré quelqu'un après cet homme? En 47, oui. Alors, donc avant le militaire? Avant votre père? Avant mon père, oui. Oh là là, quel parcours. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle a connu qui, malgré tout, est-ce que c'est un Allemand qu'elle a connu? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Là, je ne sais plus rien. À partir de là, c'est le vide. Et vous, avec vos grands-parents, enfin, quelle relation aviez-vous? Alors, avec mes grands-parents paternels, ma grand-mère paternelle était décédée jeune, donc je ne l'ai pas connue. J'avais interdiction de connaître mon grand-père paternel, qui n'était pas de son milieu, donc voilà. Et mais avec mes grands-parents paternels, maternels, j'ai connu mon grand-père. Il est décédé, j'avais 6 ans. C'était un homme extraordinaire pour moi. Il m'a appris le rêve. Et ma grand-mère était quelqu'un qui m'a adorée, mais qui était dure, mais sa petite fille, c'était tout. Et je pense que si je suis encore là, c'est grâce à elle. Mais c'est elle quand même qui m'a dit, j'avais 16 ans, qui m'a dit, demande donc à ta mère qu'elle te parle de la fille qu'elle a eue. Et ça, j'ai encore l'instant où elle m'a dit ça. Oui, mais c'est très dur en même temps de vous dire ça. Parce que c'est très dur, parce que là, elle vous a dit ça, vous aviez quel âge? 16 ans. Oui, alors je trouve ça, vous voyez, c'est très violent parce que à 16 ans, c'est porter c'est faire vaciller déjà l'image de votre mère. Enfin, c'est porter un jugement sur votre mère, alors que elle avait une lourde responsabilité sur justement sur cet enfant, puisque votre mère était une toute jeune femme. Quand elle a eu cet enfant.
Non, quand elle a eu cet enfant, elle n'était pas mineure. Majeure. Elle était majeure. Oui, mais enfin, vous me dites que si elle a dû abandonner cet enfant, c'est sur la pression de ses parents, donc de votre grand-mère, en l'occurrence. Oh là là, il fallait pas. Alors, après votre grand-mère qui vous dit demande à ta mère de parler de la fille. Je trouve ça extrêmement violent. C'est pas à votre grand-mère de dire ça. C'est pas le rôle d'une grand-mère de dire ça à sa petite fille, parce que c'est porter un jugement sur votre mère. Et la grand-mère n'a pas à dénigrer la mère de l'enfant, voyez, de sa petite fille. Oui, mais alors là, elle s'en privait pas. Hein. Il y avait un conflit. Mais oui, entre elles. mais on comprend mieux au-delà. Je ne suis pas en train de chercher des excuses à votre mère parce que j'entends votre souffrance, hein, vous d'enfants et de filles, hein, et vous avez terriblement souffert. Mais votre mère aussi si elle a eu aussi un tel comportement vis-à-vis de vous, c'est pas non plus par hasard. Non, et puis elle a quand même eu aussi, elle a eu certainement, enfin, il y a eu beaucoup de violence autour d'elle, et notamment celle outre l'histoire personnelle qui rejoint la grande histoire, puis ce que vous racontez, où sur la pression familiale, on lui dit d'abandonner cet enfant. Enfin, c'est quand même tragique, hein. Oui, c'est une tragédie, c'est donc il y a beaucoup de choses tragiques dans votre histoire familiale, et effectivement les relations mère-fille, on les analyse toujours à l'aune des générations, si vous voulez. C'est comme il faut toujours remonter plusieurs générations pour comprendre ce qui est à l'œuvre. Absolument. Et on retrouve effectivement une histoire très lourde du côté maternel, du côté des femmes. Oui. Vous avez, vous, des enfants Non, j'ai adopté vous avez adopté. J'ai adopté un enfant qui a fugué à l'âge de 17 ans et demi, qui est l'âge où ma mère est partie en Allemagne et qui est l'âge où sa mère l'a eu. Oui. Voilà, il est. Et il est où aujourd'hui, cet enfant ? Il est à une centaine de kilomètres. Je le vois pas depuis 5 ans, mais et voilà. Bon, ça c'est une autre. C'est une autre histoire. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que en fait, j'ai terminé l'histoire de ma mère. J'ai fait une thérapie avec une. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, oui, parce que c'est tellement. Il y a tellement d'histoires dans l'histoire et c'est tellement complexe et lourd. C'est extrêmement lourd. Oui. Enfin, c'est un petit peu moins lourd maintenant, mais ça reste quand même extrêmement lourd. Oui, oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ma mère, donc cet officier allemand, n'était pas d'origine allemande. Et bon, je peux dire, il est d'origine polonaise. Hein, et j'ai adopté un enfant d'origine polonaise. Donc j'ai fini l'histoire de ma mère, mais ça je l'ai compris grâce à la thérapie. J'ai eu l'enfant qu'elle n'a pas eu. Parce que ma mère s'était appropriée ma personnalité, ça je vais oublier de le dire. Alors son rêve c'était, j'étais très bonne en langue, alors son rêve c'était que je parte en Allemagne, que j'épouse un Allemand, alors là elle aurait décroché la lune. Oui. Mais comme je m'en suis rendu compte à temps, elle m'en a voulu, mais alors quelque chose de terrible. Oui, oui. Mais j'ai fini son histoire. Donc je n'ai pas vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Et j'ai vécu en fait à travers son histoire. C'est assez... comment dire ? Cela arrive quand justement on a eu, comme vous l'avez eu, Michel, une mère qui... était extrêmement comme ça fragile, qui a été prématurément confronté à l'âpreté, à la dureté, à la violence finalement, hein, parce que on peut penser on va pas vous allez dans quelques jours avoir les résultats de ces archives, mais il se peut qu'elle ait simplement été amoureuse d'un officier allemand et que ça ne soit pas allé plus loin et que le contexte ait fait qu'elle ait pris beaucoup et au fond
Et au fond, toute sa vie, elle a payé le poids de cette histoire, plus quand même derrière aussi un contexte familial un peu particulier où, là aussi, il y avait cette faute. Cette faute qu'on ne pouvait jamais réparer, cette culpabilité et donc alors et au fond pour les enfants qui naissent après, ils sont entachés pour diverses raisons. Alors il y a ce poids de la honte, de la culpabilité, et comme vous dites, après on vit une vie un peu par procuration, c'est-à-dire qu'on répare, on est censé réparer les fautes, les présumées fautes de nos parents. Donc d'ailleurs, j'exerce une profession où je répare, où je m'occupe d'enfants. Eh ben oui. Et là, alors, c'est le bonheur total, parce que je vis des choses extraordinaires. C'est vraiment... Je n'ai pas d'enfants, j'ai des enfants. C'est pas étonnant. Oui, je suis pas surprise. Oui. Mais j'ai compris, grâce à un thérapeute que j'avais vu après. Bon, d'abord, je ne pouvais pas en avoir. Ensuite, je ne voulais pas en avoir. C'était un thérapeute qui m'a mise en face d'une réalité. Et j'ai réalisé un jour, ça a été d'ailleurs très brutal, que la simple idée d'avoir une fille ou un enfant qui ressemblerait à ma mère, je ne pourrais pas le supporter. Oui, je comprends. Oui. Donc j'ai préféré effectivement ne pas en avoir. Oui. Et voilà, j'ai dit tant pis, j'en aurai pas, mais au moins ça fera un malheureux de moi. Oui, enfin en tout cas il y avait quelque chose de trop angoissant pour vous dans le fait de mettre au monde, de concevoir. Moi j'ai quand même un petit doute. Ma mère a joué en me disant, je te dirais sur mon lit de mort si tu es la fille de ton père. Ensuite, elle était très malade et devant moi elle dit au médecin docteur, vous pouvez m'expliquer comment un homme aussi con, parce que voilà comment elle parlait de mon père, a pu faire une fille aussi intelligente. Alors je me dis c'est quoi ça? C'est de la provocation, c'est du cinéma pour me... ou qu'est-ce que ça veut dire ça? À 83 ans elle parle comme ça, oui, c'est plein de sous-entendus, c'est terrible. Alors effectivement, mais ça laisserait un doute effectivement sur le fait que il pourrait ne pas être votre père. En même temps, elle reconnaissait votre intelligence. Oui, mais ça c'est toujours pareil, c'est devant les autres. Ça, c'est le cinéma qu'elle faisait devant l'extérieur. Dites-moi, Michel, comme dit Coco, et c'est ce que j'étais en train de penser depuis un moment d'ailleurs, en vous écoutant, quand je pense que vous avez démarré votre mail en disant que vous demandiez si votre histoire présentait un quelconque intérêt, elle est d'un point de vue, elle est incroyable votre histoire en même temps. Oui, alors évidemment, elle est en force émotionnelle. Et en même temps, on voit à quel point vous avez un recul et c'est assez bouleversant le recul que vous avez. Alors j'imagine ça n'a pas été simple pour vous tout le temps, mais que vous avez pu y donner du sens, que à travers votre métier vous réalisez, vous réparez beaucoup de choses, et que j'ai eu la chance de faire quelques belles rencontres. C'était riche de vous entendre. Oui. J'ai eu la chance de faire quelques belles rencontres, notamment dans mon travail, et de rencontrer quelqu'un qui m'a donné la passion de mon travail et à qui je dois tout. C'est un peu le père que j'ai pas eu. J'ai trouvé dans des hommes comme ça. J'ai fait quelques très très belles rencontres, des pères de substitution, et parce que le mien ne parle pas. J'ai un père qui a une spécialité, il ne parle pas, il me dit rien. Alors comme ça, on est rien, absolument rien. Quand je voulais lui poser quelquefois des questions toutes simples, il s'en allait. Il prenait son journal, il partait. Voilà, c'est tout. Je peux pas dire, je ne sais rien, je ne sais même pas ce qu'il a fait dans l'armée. Ouais. Je l'ai appris par hasard, par quelques... Je suis quand même restée 15 années. Et c'est la psy qui m'a fait remonter ça à l'esprit, sans carte d'identité. Oui. J'avais pas de carte d'identité. Je pouvais pas supporter d'avoir une carte d'identité. Ben oui, on comprend.
Donc, En tout cas, Michel, peut-être si vous le souhaitez, évidemment, mais peut-être que vous pourrez nous donner de vos nouvelles, si. Ah, mais bien sûr. Si, puisque dans quelques jours vous allez avoir accès à ces archives. Il n'y a aucune, vous le savez, jamais dans cette émission aucune obligation, mais si vous Non, souhaitez, vous pouvez nous rappeler. Mais enfin, c'est vraiment, il y a une histoire dans l'histoire. C'est vrai que il y a plusieurs histoires. Oui. Merci beaucoup de votre témoignage et je vous dis peut-être à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je voulais aussi, il y avait Guy qui nous avait appelé parce que Guy avait 13 ans à la Libération. Et je ne sais pas, vous nous écoutez certainement, Guy, on a essayé de vous joindre, on est tombé sur votre répondeur, et Guy disait qu'il avait été bouleversé justement par ces femmes que l'on tondait. Donc on vient de vous laisser un message, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Guy. J'aimerais bien avoir votre témoignage. Donc Guy, vous avez appelé le 3921, vous aviez 13 ans à la Libération. Moi j'aimerais bien vous entendre au 3921. Rappelez-nous. On vient de vous laisser un message. Voilà, j'aimerais beaucoup vous entendre. J'espère à tout de suite. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Coco envoie un petit message au 7 21 21 en disant vraiment Michel force l'admiration. J'en ai la chair de poule. C'est vrai que c'est un témoignage vraiment très très fort, parce que quand on voit le recul. Tout ce par quoi a dû passer Michel, et puis ces témoignages où l'histoire individuelle rejoint la grande histoire, c'est vrai que c'est à la fois évidemment passionnant à entendre, même si sur un plan individuel, on se dit que des preuves derrière. Et il y a Georges aussi qui se prononce là-dessus, qui dit c'est vrai, Caroline, que ceux qui tondaient les femmes à la Libération simplement parce qu'elles avaient couché avec un Allemand étaient de beaux salopards, dit Georges. Alors, je change complètement de sujet. Il y a le Trublion qui dit merci à tous de vos chaleureux messages. La petite truffe rose de Moumoun en est devenue écarlate. Le 29 juillet, je trinquerai tous à votre santé à côté de mes deux meilleurs compagnons, mon chat et mon PC. Si vous partez en vacances, pensez à visiter la Génetouze, un lieu culte de l'émission. Belles vacances à tous. Je vous salue bien bas, le Trublion. Il y a Force Lisa qui dit, mais je viens d'entendre la fin de votre conversation. Comment fait-on pour envoyer un message au Trublion le 29 juillet? Comme vous le faites, Force Lisa, par courriel. Il sera ravi, Moumoun sera ravi, ou par SMS au 7 21 21, code nuit, mais vous envoyez un petit courriel. Voilà. Merci Guy d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Guy. Oui, il y a très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais il y a quelques années, je pense pas que vous vous souvenez, mais enfin j'avais téléphoné souvent. Si, alors, je me souviens de vous. Si, Pardon, je me souviens de vous. Voilà, oui, je vous avais envoyé un bouquin à l'honneur de ma femme. En l'honneur de ma femme, j'avais réussi à faire un bouquin de poèmes. Enfin bref, depuis j'en ai pas refait d'autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pris l'émission en plein milieu, ce qui fait que j'ai pas tout suivi. Vous avez entendu le témoignage de Michel et oui. Donc Michel nous parlait de sa mère qui a été condamnée à 10 ans d'indignité nationale par une chambre civique en mai 45. Et notamment, on parlait de collaboration sentimentale. Alors, je disais que je n'avais jamais entendu ce terme, et elle me dit, on parlait plutôt de collaboration horizontale. Et je disais, oui, évidemment, il y a eu les femmes tondues à la Libération. Et alors, vous aviez 13 ans à la Libération. Moi, j'étais à 40 km du front. Les Anglais, les Canadiens en premier, après les Anglais et les Américains sont arrivés, et j'étais à Tiberville dans l'Eure.
Je suis allé glander comme un gamin, quoi. J'avais 13 ans, oui. En 44, j'avais, 13 ans, oui. Et j'ai vu, je suis parti pas en courant, mais j'ai été écœuré, j'ai été scandalisé, j'ai été traumatisé, et j'y pense encore maintenant très souvent, de voir des femmes qu'on a un peu frappées, mais surtout tondues, etc. Ça m'a complètement bouleversé, alors que j'avais rien d'un coopérant allemand. Hein. J'ai été amené dans une ferme avec 3 déserteurs qui m'ont mis un lugueur sur la tempe et qui m'ont dit tu vas nous conduire au monsieur de la ferme. Alors c'est vous dire que j'étais pas particulièrement pro-allemand, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, je suis parti en Indochine faire la guerre, justement, parce que ça m'intéressait, quoi. Je voulais, chacun ses trucs. Hein. Et par contre, alors, je n'oublierai jamais ces femmes tondues à Tiberville le 25 août 1944. Tiberville dans l'Eure, où les résistants du 25, parce qu'il y avait des résistants du 25, c'était les plus déchaînés. Je connaissais les résistants parce que on était en relation. Ma mère tapait des tracts pour des types qui étaient dans la gendarmerie, etc. et tout, et qui étaient des résistants, des vrais, qui faisaient bon. Et les résistants du 25, c'est une bande de comiques et de grognards qui brutalement se sont réveillés. Ils ont mis un casque, ils ont mis une cartouchière, ils ont pris un fusil. C'était pour chasser le lapin. Et puis après, ils ont fait la guerre, quoi. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une journée. Hein. Et ce qu'on appelait les résistants de la dernière heure. Hein. Et je les ai vus tondre les femmes, les frapper, etc. et tout. Et avec une foule, on a revu certaines images à l'occasion. Avec une foule, c'est ça, une foule vociférante. Les gens, ils aiment ça. Oui, malheureusement. Ils aiment quand les gens se battent ou quand les gens frappent les autres et tout. C'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. J'ai 80 ans bientôt. Oui, il faut des boucs émissaires. J'ai une certaine expérience, et de pas mal de pays, les gens, il y a ce côté-là il y a ce côté-là, oui, malheureusement, dans la nature humaine aussi, de bouc émissaire, où tout d'un coup il y a un exutoire et cette espèce d'hystérie où il faut trouver le bouc émissaire. Et c'est vrai que on voit certaines images qui sont assez épouvantables. Mais j'imagine en plus pour un jeune garçon tel que vous étiez, c'est d'une violence assez inouïe. Ça a été une violence. Je dis, à 80 ans, j'ai 80 ans bientôt, dans 6 mois, là, dans 4 mois. À 80 ans, je repense très souvent à ce machin et ça m'écoeure, ça me dégoûte. Après, moi, je suis allé en Indochine, donc j'étais pas un foudre de guerre, ni un ultra-nationaliste et tout, c'est pas du tout ça. Je suis allé en Indochine parce que je faisais mon service et que ça m'arrangeait bien de partir pour gagner un peu plus d'argent et vite pour aller voir quelque chose de nouveau, quoi. Bon, donc, attention, je suis pas un héros de la guerre, mais par contre, ce jour-là, je peux vous dire que ça m'a marqué à vie et je suis devenu, c'est peut-être ce jour-là où je suis devenu assez féministe parce que disons que j'ai réfléchi à un tas de choses, à pourquoi ces femmes, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Et puis j'ai peut-être compris longtemps avant les autres que il y avait des choses. Et la vie, c'était une chose. Il y avait un certain nombre d'éléments, de situations, etc. Et puis bon, enfin bref, oui. Oui. Enfin, c'était intéressant de vous entendre en tout cas, Guy. Merci beaucoup d'avoir rappelé. Je suis content si ça a pu réconforter Michel et puis lui donner qu'elle sache qu'au moins il y a des gens, il y a des hommes de mon âge peut-être, il y en a d'autres, hein, je suis pas le seul, qui pensent la même chose, hein, qui ont été écœurés, dégoûtés, littéralement époustouflés, quoi, de voir que des hommes étaient capables de faire ça. Oui, alors, même écoutez, si le contexte... Je vous fais une bise, Caroline, et puis une bise à Michel, et puis voilà. Merci beaucoup, Guy. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Europe
Alors, on va parler un petit peu de cinéma, je crois, maintenant avec Yves. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cinéma dans cette émission. Je voulais faire un petit clin d'œil à Interlock qui dit c'est super. Pour une fois, j'écoute votre émission en direct. D'habitude, je dors déjà, marmotte que je suis, et je vous écoute en soirée le lendemain de l'émission la plupart du temps. Heureusement qu'il y a Internet. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs qui aiment le cinéma. Je crois savoir que vous aimez le cinéma. Eh oui, c'est vrai, j'aime beaucoup le cinéma. Alors, hier après-midi, dans la région où j'habite, c'est-à-dire au fin fond du sud-ouest... Mais ça s'entend un peu, hein, je crois connaître cet accent-là. Le thermomètre est monté jusqu'à 40 degrés. Oh, il a fait horriblement chaud. Vous êtes du côté de Mont-de-Marsan ? Un peu plus bas, à Pau. À Pau, d'accord. Voilà. Mm-hmm. Et, oh là là, mais il fait bon dans les salles, justement. Eh bien, justement, voilà, oui. J'ai eu la très bonne idée de passer 3 heures dans un endroit délicieux quand il fait la canicule, c'est-à-dire une salle de cinéma climatisée. Eh ben oui, vous avez raison, c'est là où Par contre, quand on souffre, c'est quand le film est fini, quand on sort. Hein. Ah oui, ça, oui. Là, c'est terrible. Hein. On a envie de revenir dans la salle. Oh là là, il faisait 40 degrés hier. Hier, oui. Ouais, je crois que c'est là où il a fait le plus chaud. Hein. Oui, c'est terrible. Oui. Ouais. Bon. On est en juillet, écoutez... Oui, c'est vrai qu'on est en juillet en même temps, hein. Mais enfin, c'est quand même des températures exceptionnelles. Hein. C'est vrai, oui. Bon, mais alors, écoutez, vous avez passé 3 heures, mais attendez, vous avez vu combien de films, là ? Écoutez, j'avais peur un peu parce qu'un film de... Non, je n'ai vu qu'un film. Vous avez vu un film de... Qu'est-ce que vous avez vu ? Carlos. Ah, Carlos. Voilà, c'est le film qui a été présenté au dernier festival de Cannes. Oui. C'est de Olivia Sayas, qui est un cinéaste très talentueux. Oui. Et le film n'a pas pu être en compétition parce qu'il avait été fait pour Canal+. Et il est passé sur Canal+, en 3 fois. La durée originale en 3 fois, il durait pas loin de 6 heures, je crois 5h30, 6 heures, et ils viennent de sortir la version cinéma amputée de 2 heures qui fait quand même 3 heures. Oh, ça faisait 5 heures au départ ? Oui, 5h30. Mais en 3 fois, hein. Oui. Sur Canal+. Hein. Les critiques étaient très bonnes et je voulais voir ce film. Je n'ai pas Canal+. Oui. Vous pouvez alors dire pour ceux qui peut-être n'en auraient pas entendu parler, Carlos, de qui voilà. C'est l'histoire, c'est de Olivia Sayas. Oui. Et c'est l'histoire de Carlos, le terroriste international. Voilà, hein, pour qu'on précise, parce que Carlos, voilà. Et bon, et c'est vrai que 3 heures, ça paraît long, mais c'est passionnant comme tout. En fait, il est d'accord, on s'ennuie pas, ça semble... Les aventures sanguinaires de ce terroriste ça sort des sentiers battus, quoi. Il n'est pas présenté sous un jour, donc vous dites aventure sanguinaire, donc il n'est pas présenté sous un jour sympathique. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Non, d'accord. Le film est très neutre, et il est très bien fait. Et en fait, c'est vrai que c'est un film qu'il faut voir au cinéma parce que c'est un format très large. Oui. Et c'est un film qu'il faut un écran très large et il faut le voir au cinéma, quoi. Moi, je conseille à ceux qui l'ont déjà vu sur Canal+ de le revoir au cinéma. Et voilà. De toute façon, moi, je trouve que les films, il faut vraiment les voir au cinéma. Bien sûr. Vraiment, hein, parce que même bon, alors je sais que maintenant il y a les télés grand écran. C'est vrai qu'il y a des télés, c'est vrai que c'est bon. Mais je sais pas, je trouve que, enfin, moi j'aime l'ambiance de la salle du cinéma. Les télés grand écran, oui, c'est bien, mais vous savez, on ne sort pas de la maison. Hein, l'avantage du cinéma, c'est qu'on sort, on rencontre des gens et on discute du film à la sortie de la salle. Chose qu'on ne fait plus que si on reste chez soi, quoi. Mais bon. Et puis pour que le cinéma vive. Oui, moi je trouve. Il faut aller au cinéma. Moi je trouve. Hein, enfin bon. Oui, alors Carlos était un très bon film. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Vous avez aimé, vous en tout cas. Vous avez adoré. J'ai aimé parce que je pense que c'est un film qui est pas facile à faire vu la personnalité très ambiguë de ce Carlos, quoi. Hein, c'est sûr. Et c'est très bien joué, hein, par un acteur inconnu nommé Edgar Ramirez, qui est d'origine vénézuélienne, comme le vrai Carlos d'ailleurs, et il tient très bien son rôle. Et bon, ce que je voulais vous dire aussi, je n'ai rien contre le football, mais vous savez qu'en ce moment c'est l'overdose du football, et que je trouve fort dommage que les films qui sortent au cinéma en ce moment, ils sont complètement éclipsés par le football.
Et j'en ai vu 2 autres films français que j'aimerais beaucoup partager ce plaisir. Oui. Parce qu'il faut les voir. Je l'ai vu il y a une quinzaine de jours, L'Illusionniste. Oui. C'est un dessin animé, non, on ne dit plus dessin animé maintenant, c'est un film d'animation en hommage à Jacques Tati. Ah oui, j'en ai pas entendu parler. Ah oui, L'Illusionniste de Sylvain Chaumet. Sylvain Chaumet, c'est lui qui avait fait il y a quelques années Les Triplettes de Belleville. Ah, oh, c'était génial. Ouais, et voilà. Oui. Et L'Illusionniste, c'est génial aussi. Ah oui, c'est dans le même registre. C'est pas le même genre d'histoire. Oui. Ce qui était génial dans Les Triplettes de Belleville, c'était l'histoire qui était complètement loufoque. Et L'Illusionniste, c'est vraiment un hommage à Jacques Tati. D'ailleurs, Sylvain Chaumet, le réalisateur, il a repris le scénario qui avait été écrit par Jacques Tati. Et c'était resté dans les tiroirs. Il a repris ce scénario. Et il en a fait un film d'animation. Le personnage principal, c'est Tati lui-même. Et c'est merveilleux de charme et de poésie. C'est très, très, très bon. Voilà, je ne peux que le conseiller. Et j'arrive au 3e film, ça c'est mon chouchou, c'est Tourné et eux, réalisé et interprété par Mathieu Amalric. Ah oui, j'ai vu les affiches. Et c'est Alors c'est tourné réalisé et interprété également. Exactement. Et alors de quoi ça parle, ça? C'est l'un des films français qui a été en compétition au dernier Festival de Cannes. Il a eu le prix de la mise en scène. Et moi, Mathieu Amalric, c'est un garçon que je suis depuis ses débuts, que je trouve très intéressant. Et là, c'est une petite merveille, ce film. De quoi ça parle? Sous des airs d'une histoire loufoque, il y a beaucoup de gravité et de tristesse dans ce film. C'est l'histoire d'un producteur de télévision qui ramène des États-Unis une troupe de stripteaseuses américaines. Quadragénaire, voire même quinquagénaire. Déjà, oui, ça dit tout, oui. Une troupe de stripteaseuses pour faire des spectacles burlesques. Oui. Alors, on voit déjà, ce qui est très beau, c'est l'amitié qu'il y a entre ces filles. Mais le fond du film, il est grave et tout, parce que le personnage de Mathieu Amalric, il est très bon là-dedans. C'est un gars qui est très tourmenté, qui a des soucis, des dettes et des soucis dans sa vie privée. Et on sent très bien que ce qu'il veut faire, le message qu'il veut faire passer dans son film, il le fait très bien. Ça passe très bien. Moi, c'est un film qui m'a emballé et que je conseille vivement. Écoutez, moi j'ai tout noté là, parce que ça fait longtemps là que je suis pas allée au cinéma. Je me dis je vais être en vacances là dès la semaine prochaine, donc j'ai noté. Merci là, parce que la façon dont vous en parlez, ça me donne très envie d'aller les voir. Hein, vraiment, je trouve que vous avez une façon d'en parler. Vous rendez les choses. Vous savez, moi je suis un passionné de cinéma. Oui, ça s'entend. Depuis mon enfance. Et quand j'aime un film, j'aime bien en parler, j'aime bien encourager à aller le voir, quoi. Vous savez, un film, c'est pas parce qu'on en parle peu qu'il est forcément mauvais. C'est souvent le contraire, croyez-moi. Mais c'est dommage que dans le nombre de films qui sortent tous les mercredis, il y en a qui passent à la trappe. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Et là, lundi, je me suis encadré dans mon emploi du temps. Je veux absolument voir un film philippin qui est sorti il y a environ un mois et dont les critiques étaient formidables. Un film qui a pour titre Lola. C'est un film philippin tourné aux Philippines, à Manille. Oui. Et c'est assez dur. Ce sont des pays pauvres et le cinéma est assez dur. C'est comme le cinéma mexicain est très dur. Mais ce sont des films magnifiques. Il y a un réseau de cinéastes qui se battent pour faire ces films. Et quand les films sortent, on en parle peu. Et c'est pas pour ça que les films sont mauvais. Mais ce film Lola, je veux le voir absolument. L'histoire de 2 grands-mères dont l'une, son petit-fils, a tué le petit-fils de l'autre pour une histoire de portable et trucs comme ça. Et ces 2 grands-mères se réunissent pour sortir
le petit-fils de la prison. Alors ça se passe à Manille, avec les quartiers pauvres. Après, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Et vous suivez ça, alors, où un peu vous suivez un peu l'actualité comme ça du cinéma Ben, je suis abonné à des revues. Ouais, d'accord, c'est ça. Oui, qui aiment le cinéma RSC. Oui. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'on est vraiment... Voilà. Mais on découvre effectivement, comme vous dites, des petits bijoux. Il y a David, en tout cas, qui dit OK avec vous, super film. Donc il les a vus et il approuve vos choix. Il dit ras-le-bol du foot. Très bon choix. Alors il y a EBE qui dit attention. Je n'ai rien contre le foot parce que... Voilà, oui, on peut faire les deux. Il y a EBE qui dit on peut aimer le mondial du foot et le cinéma. Hein, c'est pas incompatible. Ce que je reproche un peu, c'est que le foot prend un peu trop de ça couvre tout, quoi. En tout cas, moi, à vous entendre, hein, je me dis que Isabelle Motro et Monique Pantel n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Oui. Parce que franchement, je serais elle. Oui. Monique Pantel, qui est dans l'émission de Ruquier, oui. Tous les vendredis, quand elle a parlé de l'illusionniste, j'ai failli l'étrangler parce qu'elle a osé dire que c'est pas terrible. Ah, mais Monique Pantel, elle a ses goûts bien particuliers, mais cela dit, elle a son franc-parler. Oui, et parfois, elle a... Bon, il y a des trucs... moi, elle m'amuse parce qu'elle dit... Bon, après tout, on aime, on n'aime pas, mais... Mais moi, je vous trouve formidable dans votre façon d'en parler. Et je me dis, vous écoutez, vous feriez... le Ruquier, il est en vacances, il vous entend pas, mais si je le croisais, je pourrais proposer... vraiment, hein, elles ont du souci à se faire. Hein. Bon, c'est un plaisir. Hein. L'actualité cinéma, c'est très riche. Il y a des films qui sortent. Mais on se fait un petit point tous les mois, Yves. D'accord, avec plaisir. Hein. Bien entendu. Là, il faut qu'on se quitte parce que ça va être le journal. Maintenant, c'est un peu la saison morte, mais passé le 15 août. Écoutez, moi, je serai de retour le 23. Bon. Donc, non, mais je vous dis sérieusement, on se fait un petit point tous les mois et vous nous direz ce que vous avez découvert comme petite merveille. D'accord, Yves? Bien. À bientôt, hein. À partir de fin août, je vous contacte. À bientôt, bel été, Yves. Au revoir. Allez, sans plus attendre, nous allons reprendre le cours de l'émission pour peu de temps puisque Taratata va démarrer à minuit 25, donc 39 21 pour vos appels, les SMS au 7 21 21 code nuit et les courriels sur le site www.europe1.fr. Vous allez sur se connecter et vous cliquez sur Caroline Dublanche. Des messages concernant les films là dont nous parlait Yves, où ça a dû faire plaisir à Tinou d'ailleurs, Tinou qui adore la région du Sud-Ouest. Il me dit à chaque fois que j'y vais, ça me remplit de bonheur. Et c'est vrai que c'était agréable comme ça, cette truculence qu'avait Yves dans la façon de parler, dans cet accent, et puis dans la façon dont cette passion qu'il mettait à nous parler du cinéma. Donc, Georges Dio, moi, le dernier film que j'ai été voir, c'était quoi déjà? Oui, le film avec Stéphane Audran. Vous aviez reçu la réalisatrice. Oui, ça remonte un petit peu. Cela dit, c'est une magnifique actrice. Et puis des réactions, toujours au témoignage de Michel et de Guy. Quelqu'un me dit, moi aussi à 8 ans, j'ai assisté à la tombe de 2 pauvres femmes. Quelle horreur après cette immense joie de l'arrivée des chars américains. Coco dit, la génération de Guy est riche de par sa vision de la vie qui se concentre sur l'essentiel. On apprend beaucoup au contact de cette génération. Il y a Domi aussi qui dit, votre mère a dû être très humiliée, a dû beaucoup souffrir. C'est vrai que ces femmes qui ont été tondues et parfois promenées nues dans les rues. La foule peut être extrêmement cruelle. Elle vous a fait payer certes très cher sa propre douleur. Courage à vous et bonne chance dans vos démarches, dit Domi. On va accueillir tout de suite Thierry. Bonsoir Thierry. Thierry, vous êtes avec nous? Oui. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Alors Thierry, vous êtes tombé amoureux d'une collègue de travail. Oui, tout à fait, oui. Mais malheureusement, c'est pas réciproque et donc je me demande ce que je dois faire, si je dois continuer ou passer à autre chose en fait. C'est-à-dire, vous lui en avez parlé à cette collègue ? Oui, bien sûr, oui. Et sachant que en plus, moi, je suis marié, elle est divorcée, donc c'est un peu compliqué, quoi. Et mais quand vous dites, vous ne savez pas ce que vous devez faire, si vous devez continuer ou pas, c'est-à-dire continuer dans quel sens ? Bah, comment dire ? Si je dois continuer à l'aimer ou tourner la page et pour qu'on reste amis uniquement, quoi, en fait. C'est-à-dire continuer à l'aimer, certes vous ne pouvez pas arrêter vos sentiments comme cela, mais en même temps si ce n'est pas réciproque, vous vous exposez à beaucoup de souffrances. Tout à fait. Puisque apparemment cette jeune femme a été claire avec vous. Oui. Hein ? Oui, elle est claire. Et d'autant plus si vous êtes marié, il vaudrait peut-être mieux, il serait plus sage de vous recentrer sur votre couple. En fait, ça ne va pas dans votre couple ? En fait, je suis en train de me séparer parce que je me dis que je peux pas être amoureux de deux personnes à la fois. Donc là, j'ai pris la décision de partir, en fait. Oui, mais c'est pas un peu excessif, ça ? Aussi, c'est excessif, mais de toute façon, je voyais pas comment faire autrement, en fait. Oui, mais amoureux de deux personnes, mais en l'occurrence, vous êtes amoureux d'une personne qui ne veut pas de vous. Tout à fait. Donc vous vous mettez dans une situation impossible alors que vous êtes avec votre femme. Vous êtes depuis combien de temps avec votre femme ? 25 ans. Et vous tournez comme ça la page d'une relation pour une autre qui vous dit clairement qu'elle n'a pas de sentiments amoureux pour vous et vous plantez tout ? Oui. C'est un peu kamikaze. C'est un peu beaucoup kamikaze, oui. Mais bon, c'est mon choix, on va dire. Mais donc, votre choix, c'est de vous retrouver seul ? Là, c'est parti pour. Effectivement, je vais me retrouver tout seul. Mais je peux pas faire autrement, de toute façon. Donc, pour moi, je peux pas faire autrement, en fait. Donc, mais cette collègue de travail, vous lui avez déclaré quand vos sentiments ? Ça fait déjà plus d'1 an. D'accord, et il y a 1 an de cela qu'elle vous a dit qu'elle n'était pas amoureuse de vous. Tout à fait, oui. Bon, et dans votre couple, qu'est-ce qui se passe ? Rien de particulier. Rien de particulier, justement. Il ne se passe rien de particulier. Non, il ne se passe rien de particulier. Vous vous ennuyez un peu ? Non, même pas, non. C'est c'est que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, c'est tout. Voilà, c'est tout simple, en fait. Mais oui, mais enfin, c'est quand même, excusez-moi de vous le dire, Thierry, c'est quand même très immature de tout planter pour quelqu'un qui... vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence, cette femme ne veut pas de vous. Oui, je sais, oui. Donc, vous laissez ce que vous avez construit, une femme qui, elle, vous aime apparemment, encore. Je pense. Qui vous connaît, que vous connaissez, pour, je le répète, une femme qui ne veut pas de vous. Tout à fait, oui. Donc, vous allez droit dans le mur. Je pense que je vais aller droit dans le mur, mais bon... Mais vous y allez. Mais j'y vais. Bon. C'est votre choix, hein, vous le dites. Oui, tout à fait, oui. Oui. Tout à fait. Mais bon, c'est une situation... Mais au fond de moi-même, je me dis peut-être qu'il y a peut-être un petit espoir avec le temps, ou je sais pas. Mais cette collègue de travail, elle est célibataire, elle est en couple ? Elle vient de divorcer, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle refuse... qu'elle veut pas repartir dans une autre histoire, en fait. Oui, enfin, ça fait quand même 1 an qu'elle vous... Elle vient de divorcer là, à l'instant ? Enfin, à l'instant... Oui, ça vient de se terminer il n'y a pas très longtemps, en fait. Oui, mais comment est-elle avec vous ? Quelle relation avez-vous aujourd'hui ? On s'entend bien, il n'y a pas de problème particulier, quoi. Je veux dire, en tant qu'amie, il n'y a pas de problème, mais elle ne veut pas aller plus loin. Moi, je suis pas sûre que ça... Vous savez, une femme qui vous dit qu'elle veut pas aller plus loin, je suis pas sûre tellement que la situation peut évoluer. J'y crois pas trop, personnellement. Moi non plus, j'y crois pas trop, mais je me dis le contraire tous les jours, donc...
Mais enfin, vous avez quel âge? 44 bientôt. Oui. Et votre femme, comment réagit-elle? Pas très bien en fait, parce que, comme je lui ai dit, la situation est un peu tendue. Oui. Mais ça se comprend, parce que c'est quand même très, très douloureux de partir comme ça, je trouve, sur un coup de tête. Hein. Ah oui, tout à fait. Parce que vous allez complètement dans l'inconnu, alors qu'au fond, bon, certes, au bout de 25 ans, évidemment, il y a une routine, vous n'avez plus cette passion. Là, vous êtes dans le désir qui est d'autant plus fort que cette femme reste inaccessible, votre collègue de travail. Oui. Donc, votre désir, il est totalement exacerbé. Mais rien ne vous dit, Thierry, que si votre collègue de travail, au fond, cédait à vos avances, vous auriez toujours ce même sentiment amoureux ou ce désir. Parce qu'une fois qu'elle serait conquise, elle aurait peut-être beaucoup moins d'intérêt à vos yeux. Donc là, vous êtes dans une exacerbation totale de votre désir, peut-être plus que de votre sentiment amoureux, d'ailleurs, parce qu'elle vous échappe, elle est inaccessible. Oui, voilà, oui. Donc ça monte en puissance, si j'ose dire. Donc vous plantez tout. Quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un avec qui vous avez construit, vous avez des enfants? Oui, 2. Qui ont quel âge? 11 et 16. Oui. Pour une hypothétique relation, où finalement vous ne savez pas du tout comment ça se passerait dans un quotidien, dans une intimité, y compris sexuelle, y compris relationnelle, vous êtes dans un pur fantasme. Et vous êtes en train de faire un pari complètement fou et qui est quand même à haut risque et qui est, à mon avis, très très casse-gueule. Et ça vaudrait vraiment le coup d'aller un peu en parler. Hein. Ouais. Parce que ça ressemble un peu à une crise, existentielle. Enfin, il serait. Vous voyez, je crains que vous risquiez de le regretter. Ah mais c'est sûr que je vais le regretter de toute façon. Ben justement, au lieu de dire c'est sûr que je vais le regretter, peut-être aller parler de tout ça comme vous le faites avec moi ce soir, parce que c'est pas neutre de m'appeler pour en parler sûr, finalement. Hein, c'est que malgré tout, vous sentez bien qu'il faudrait peut-être un peu réfléchir à cela et en parler. Mais j'ai plus envie de réfléchir en fait. Donc là, ma décision elle est prise, je pars et puis on verra, il arrivera ce qui arrivera. Et... de toute façon, c'est comme ça, quoi, je veux dire. Je me vois pas faire marche arrière à l'heure d'aujourd'hui. Il est toujours possible, hein, c'est pas... Oui. C'est pas se défausser que de faire marche arrière, c'est pas perdre la face, hein. Non, c'est pas perdre la face, mais enfin, je suis toujours amoureux, donc... Oui, mais vous êtes amoureux de qui? D'un fantasme? Oui, d'un fantasme, d'un fantôme. Oui, et de quelqu'un que, au fond, vous ne connaissez pas. C'est une collègue de travail, mais vous savez pas comment, quelle serait la relation avec cette femme dans un quotidien. Tout à fait. C'est plus que compliqué. Donc, vous ne savez pas ce qu'il en est de ce qui se passerait réellement dans cette nouvelle relation. Non. Enfin, si elle devait avoir lieu, parce qu'en plus, ce n'est même pas, si vous voulez, vous espérez que. Oui, mais cette femme vous dit très clairement que elle n'a pas envie qu'il y ait de relation. Tout à fait. Donc, je vais me retrouver tout Voilà. Donc pensez-y et moi je vous conseillerais quand même d'aller en parler. Bonne chance Thierry. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Jean. Bonsoir Caroline, ça me fait drôle. Ça me fait drôle parce que
je vous entends régulièrement depuis des années, si vous voulez, et puis de vous avoir comme ça au bout du fil. Puis je vous dis, c'est ce monsieur-là qui a exactement le même âge que moi, si vous voulez, donc qui a connu ce que moi j'ai connu aussi là-bas, et ça m'a bouleversé. Et puis effectivement, si vous voulez, et j'ai perdu ma mère, j'avais 2 ans, si vous voulez, donc le côté féminin m'a toujours un petit peu, comment dirais-je, attiré. Et de voir ces femmes là avec la croix gammée sur le front tendu, c'est une c'est une épreuve pour un gamin. Oui, vous étiez tout jeune aussi à ce moment-là. J'avais 13 ans. Vous aviez 13 ans aussi. Oui, c'est exactement. C'était en 44, c'était la libération, si vous voulez. Cette libération où on a vu sortir de l'ombre des milliers, des centaines de FFI, si vous voulez, avec les portières des Citroën enlevées, et puis des gens avec leurs mitraillettes sur les comment dirais-je, les capots de voiture, vous savez, c'était à la fois un peu risible, parce que les véritables résistants, ils étaient disséminés ici ou là. Enfin, je veux dire, il y avait ce côté un petit peu, c'est la même réaction qui a fait, c'est de la lâcheté d'avoir fait ça à ces femmes. Moi, je vous dis, c'était bien sûr plus facile de s'en prendre aux femmes à ce moment-là, une fois que tout était passé, que s'en prendre. Bien sûr. Puis, il faut comprendre. Il y a une chose. J'ai parlé donc de ces femmes-là, si vous voulez. Et puis j'ai aussi assisté à une autre scène qui m'a marqué aussi, si vous voulez, qui m'a marqué dans le bon sens, qui m'a donné la révélation de ce que pouvait être un chant national, un chant patriotique, si vous voulez. Un camion de prisonniers allemands qui traversait la rue, qui venait vers le centre-ville en quelque sorte, un camion qui était piloté par des Américains, par des soldats américains, et puis est arrivé à un endroit où la foule était un petit peu assemblée, puis il avait un dicte, le poing levé, mort aux Boches, enfin, etc. Vous savez, on venait d'apprendre les camps de la mort, c'était tout neuf. Hein, il faut rappeler aussi ce contexte terrible, hein, et où les gens étaient forcément bouleversés par... Vous savez, quand vous avez 13 ans, vous êtes dans l'adolescence qui se forme, et que toutes les choses s'imprègnent d'une manière indélébile, d'une manière forte. C'est pour ça que je parle de ce qui va se passer, là, si vous voulez. Donc, cette foule qui hurlait, mort aux Boches, etc. Donc, ça a impressionné les Américains, et les Américains qui faisaient leur travail, si vous voulez, qui avaient des prisonniers qui devaient les protéger, ont tourné leurs armes vers nous. Oui. On sent que ça reste en tout cas très présent. Je suis désolée de vous interrompre, Jean, parce que j'aurais vraiment aimé continuer avec vous. Malheureusement, je dois rendre l'antenne parce que c'est bon. Il y a l'émission derrière Taratata qui c'est en direct. Et on est vendredi et je dois vraiment rendre l'antenne à l'heure. Donc je suis désolée, mais merci d'avoir pris la peine d'appeler. Merci pour tous vos témoignages. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, bien sûr, dès 23h. Je vous embrasse, reposez-vous bien. Et tout de suite, Taratata sur Europe 1. Au revoir.